Quand un être humain arrive quelque part, une gare, une salle, il se pose une question, un peu comme un animal, par exemple un chevreuil entrant dans une clairière. Il regarde partout, sent et écoute. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est à partir de ce qui se passe que s'orientent nos décisions. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous nous posons tous la question à propos de notre époque. Elle invite à prendre de la hauteur pour l'inscrire dans le temps long. Où sommes-nous? Où va l'humanité? Que faire dans ce contexte? L'incertitude se révèle parfois plus pénible que certaines mauvaises nouvelles. Dans la confusion ambiante, ne plus savoir où l'on en est peut être angoissant. La lecture d'un essai de 1951, La fin des temps modernes, m'a beaucoup réjoui. Romano Guardini y explique où nous en sommes. Pour lui, la modernité est achevée. Une nouvelle époque est donc en train de naître. Un temps qui, selon sa formule, n'a pas encore reçu de nom. Chaque époque laisse des traces, un héritage, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, modernité. Chaque époque a son inertie, mais quand elle est passée, on ne revient pas en arrière. Vous vous dites peut-être, ne sommes-nous pas en pleine modernité, avec la chosification de l'être humain, la digitalisation outrancière, le fantasme transhumaniste, la destruction des écosystèmes? Guardini répondrait que ce que nous constatons, ce sont les soubresauts d'une défunte modernité. La queue coupée du lézard s'agite, mais elle est morte. C'est celle qui va repousser qui sera vivante. Rien ne peut arrêter le basculement vers ce temps nouveau qui germe. La modernité, qui a succédé au Moyen-Âge, a connu son apogée au XIXe siècle. Sa révolution industrielle s'est fondée sur la foi inébranlable en la science, une idolâtrie qui n'a plus vu la réalité que sous l'angle du mesurable. C'est le scientisme ou positivisme. On s'est mis à croire que seul ce qui est vérifiable scientifiquement parlant serait vrai. Et cette idée fait encore des dégâts. À cette époque, par exemple, l'animal n'a plus été considéré comme un être vivant, mais comme une machine. On lit dans un manuel de zootechnie de 1907, « Les animaux domestiques sont des machines, non pas dans un sens figuré, mais dans son sens le plus rigoureux, tel que l'admet la mécanique et l'industrie. Ce sont des machines au même titre que les locomotives. » Le manuel explique que la nourriture de l'animal est du carburant, ses cris des grincements de rouage. Si nous n'en sommes plus là, heureusement, c'est que la modernité est dépassée, même si l'industrialisation inhumaine de l'élevage et de l'abattage perdure. L'Occident avait donc absolutisé l'industrie, étourdi par ses promesses, progrès illimité, puissance et bonheur absolu. La guerre de 14-18 est l'événement clé du début d'un désenchantement, car l'acier divinisé a saigné l'Europe. La Seconde Guerre mondiale, avec la terrible Shoah et la bombe atomique, achèveront de montrer à quel point la rationalisation des process industriels, sans cœur, peuvent conduire à l'horreur, au chaos, voire à la fin du monde. L'étape ultime du désenchantement naît de la crise écologique, avec l'indéniable effondrement de la biodiversité. Là aussi, le risque est de tabler sur encore plus de techniques pour réparer les dégâts causés par trop de techniques. Je vais maintenant insister sur l'eugénisme. Le scientisme fut son terreau naturel. L'idéologie eugéniste a été théorisée à la fin du XIXe siècle par Francis Galton, cousin de Darwin. Dans les grandes démocraties occidentales ont alors prospéré de puissantes ligues eugénistes. Leur doctrine, la vie, n'est plus qu'un matériau à gérer pour l'optimiser. Margaret Sanger, fondatrice du planning familial aux États-Unis, épousait ces thèses. Le Français Alexis Carrel est le plus emblématique des penseurs eugénistes. Prix Nobel de médecine à l'âge de 39 ans en 1912, il publie en 1935 son best-seller « L'homme, c'est inconnu ». Il y écrit « Sauver les faibles et les tarés, leur donner la possibilité de se reproduire, c'est produire la dégénérescence de la race. La race ne peut être améliorée que par les plus grands développements des forts. » Carrel propose des solutions d'éradication radicale dans des établissements euthanasiques. Il affirme « La société moderne a besoin de surhommes ». Prémisse du transhumanisme, la pensée eugéniste accompagne le malthusianisme comme un service à rendre à l'humanité. Il a fallu l'eugénisme nazi pour déconsidérer le mot. Les rues Alexis Carrel ont été débaptisées. Mais un eugénisme démocratique, qui ne dit pas son nom, s'est généralisé au nom de la liberté individuelle, poussée par les progrès techniques. Le tri des fœtus, puis des embryons et leur élimination sont devenus la norme sociale. Le Conseil consultatif national d'éthique nie que ce soit de l'eugénisme, parce que ce n'est pas obligatoire,
mais l'État l'encadre et le finance, et donc l'encourage. Les résultats sont là. Au début de la vie, l'exclusion des prétendus anormaux se fait dans des proportions proches de l'éradication. J'ai écouté un couple qui subissait le choc de l'annonce du handicap de leur enfant non encore né. L'un des conjoints avait entendu son grand-père dire « Aujourd'hui, une femme n'a plus le droit de donner naissance à un enfant s'il n'est pas en bonne santé. » C'est l'injonction à réussir son bébé, selon le slogan d'une marque de puériculture. De grands scientifiques ne sont pas en reste. Co-découvreur de l'ADN, Francis Crick déclarait en 1978 « Aucun enfant nouveau-né ne devrait être connu humain avant d'avoir passé un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. S'il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie. » Oui, ça fait mal. À l'autre bout de la vie, euthanasie et suicide assisté entrent dans cette logique eugéniste. Et tout cela est habillé par le déguisement de l'amour. On parle de trier par amour, de tuer par amour, pour éviter à l'humanité des existences jugées inhumaines. La pensée moderne eugéniste ne peut s'empêcher de faire appel à l'amour comme alibi de l'exclusion pour se donner bonne conscience. Ce n'est pas le moindre des paradoxes que ce mot d'amour qui échappe au scientisme soit récupéré et dénaturé pour contester l'interdit de tuer, si propre à l'humanité. La seule maxime juste est celle qui s'est répandue contre les féminicides. On ne tue jamais par amour. L'amour fait vivre. Prendre conscience de tout cela ouvre une opportunité, celle de nous motiver à bâtir ensemble le temps qui succède à la défunte modernité. Comment envisager ce monde qui vient ? Commençons par reconnaître que notre faiblesse n'enlève rien à notre force, ni à notre valeur. Vous connaissez peut-être le pianiste de jazz virtuose Michel Petrucciani. Il souffrait de la maladie dite des os de verre et n'a vécu que 36 ans. Il était plus petit que son piano. Voilà ce qu'il disait à un journaliste américain. « Parfois, je pense que quelqu'un là-haut m'a préservé d'être ordinaire. » Je traduis « préserver », mais le verbe qu'il choisit en anglais est « saved me », « sauver ». Quand son épouse a attendu un enfant porteur de la même maladie génétique, ils l'ont accueilli. Son père affirma « Refuser sa maladie, ça aurait été comme me renier moi-même. » Qu'un grand artiste porteur d'un handicap ait eu le cran de braver la modernité et ses injonctions hygiénistes par l'appel à la transcendance est éclairant. Vive la science! Nous lui devons beaucoup et elle va continuer de progresser, mais à condition de la contenir dans les limites de son domaine et de ne pas en faire un absolu. Elle est un moyen, pas une fin. Elle n'explique pas tout de l'humanité, qui est incalculable. Science ne veut pas dire pleine connaissance. Le temps à bâtir doit miser sur l'incalculable, l'amour et l'amitié, l'art et la poésie, la décélération et la patience, la contemplation et la transcendance. Tout ce qui ne peut se réduire en équation. Je suppose que beaucoup d'entre nous ont conscience que la science est à dépasser car quelque chose de plus grand nous anime. Les magnifiques progrès techniques, à cause des risques qu'ils font courir, appellent l'humanité à progresser en sagesse. Le pouvoir destructeur de la technique nécessite un renoncement à son usage malfaisant, une ascèse, appelons-la humilité. Notre capacité à détruire les écosystèmes indispensables à notre survie nous incite aussi à l'extension du domaine de la solidarité, dans le temps, plus seulement dans l'espace. Car nos modes de vie ne portent pas seulement atteinte aux droits des populations défavorisées du monde d'aujourd'hui, les générations futures sont à aimer. La prise de conscience de notre interdépendance croissante nous motive à agir pour le bien commun, en nous reliant. C'est ce que nous faisons ici. Ce désir de bien commun renvoie dos à dos individualisme et collectivisme. C'est un trait spécifique de l'humanité. Car l'humanité se sait responsable de l'histoire du monde. Sa motivation au bien peut se traduire par une maxime décalée. Mêlons-nous de ce qui ne nous regarde pas. Ou si vous préférez, toute l'humanité nous regarde. Miser sur l'incalculable, progresser en sagesse et agir ensemble pour le bien commun. Car nous ne voulons pas limiter notre présence au monde à nos petites affaires. C'est la raison de votre participation à cette université de la vie. Et nous ne voulons pas non plus nous limiter à déplorer. Augustin d'Hippone lançait quand l'Antiquité était moribonde, ne dites pas les temps sont mauvais, vous êtes les temps. Soyez bons et les temps seront bons. Bref,
À chacun de reconnaître les germes des temps nouveaux qui émergent un peu partout pour en prendre soin. C'est dans la fragilité et aussi la grandeur de l'humanité, l'une et l'autre consenties, que notre puissance d'humanisation peut se déployer. Le temps qui n'a pas encore reçu de nom est une grande marche à entreprendre ensemble, comme un exode, une sortie de la modernité vers plus d'humanité.